effectivement, vous avez vu qu'il y a de plus en plus de traitements. La question, c'est, encore une fois, c'est choisir le bon traitement pour la bonne personne au bon moment. Et donc, il y a une nouvelle branche de la science médicale qui est en train de se développer, qu'on appelle la médecine 4P. Alors 4P, ça veut dire personnalisée, préventive, de précision et participative. Et on va voir dans la demi-heure qui vient tout ce que c'est. Encore une fois, souvenez-vous, c'est trouver le bon traitement pour le bon patient au bon moment. Je clique, ça ne marche pas. Alors, je vais passer vite sur le plan. Le premier chapitre, c'est de la médecine réactive à la médecine préventive. Jusqu'à maintenant, on a été éduqué à soigner la maladie. Et c'est grâce aussi aux thérapeutes non médicamenteux, aux médecines complémentaires, qu'on s'est rendu compte que traiter le terrain, ça permettait quand même aussi d'éviter la maladie. Et le meilleur moyen de guérir du cancer, c'est de jamais l'avoir. Donc, la question, c'est comme ça. Alors, on est parti des bactéries de Pasteur à la médecine scientifique, à la fin du 19e siècle. Et puis, il y a eu l'ADN qui a fait que, probablement, pour ma part, mais c'est un point de vue personnel, on s'est un peu fourvoyé en pensant que tout était génétique et qu'on a oublié qu'autour des gènes, il y avait un environnement et que cet environnement interagissait avec nos gènes. On parle de plus en plus d'épigénétique, on sait qu'il y a vraiment des relations entre le génome et l'environnement et que c'est probablement ça qui est le plus responsable du développement des maladies. Un portrait de Dr Slamon qui a en fait découvert le récepteur l'herceptine, mais qui a eu la bonne idée de fabriquer un anticorps anti-récepteur à l'herceptine. L'herceptine, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ces histoires de cellules, sur les membranes cellulaires, de clés de serrure. Il y a une des clés qui est un facteur de croissance dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'on appelle des facteurs de croissance de la famille EGF, c'est Epidermal Growth Factor, c'est un des moteurs, un des carburants qui va faire pousser les cellules cancéreuses. Et c'était l'idée de Stamon de se rendre compte qu'il y avait 15% à peu près des patientes qui avaient cette anomalie au niveau de leurs cellules cancéreuses et de trouver l'anticorps qui allait bloquer tout ça. Je l'ai mis comme photo parce que c'est le début de la personnalisation. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas parce qu'il y avait, effectivement, on va le voir tout à l'heure, les traitements avec les hormones. Mais là, pour la première fois, un produit chimique hors hormonothérapie était adapté à une population de femmes qui ont un cancer du sein, et notamment, donc, je vous ai dit, c'est une quinzaine de pourcents de femmes, avec un changement complet à la fois d'espoir de guérison ou de vie longue quand on a des métastases. L'histoire, c'est que la première patiente qui a eu la première injection d'anticorps qui s'appelle l'herceptine maintenant, est toujours vivante presque 30 ans après. Donc voilà, donc c'est les premiers signes d'une personnalisation du traitement. Alors tout ça, cette personnalisation du traitement, cette médecine 4P, elle va être possible grâce au développement gigantesque des technologies, et notamment de 4 technologies importantes qui sont les sciences cognitives, l'informatique, les biotechnologies avec bien sûr les gènes, mais pas que les gènes, aussi le décryptage de tous les signaux intracellulaires, et la nanotechnologie. Et tout ça, c'est lié, alors on peut penser que c'est bien ou pas bien, grâce notamment au GAFA, je vous appelle Google, Apple, Facebook et Amazon. Certains de ces 4 personnages sont en train de délirer un petit peu, il y en a un qui meurt entre temps, mais il y en a quand même qui délirent, mais en fait, c'est aussi grâce à eux que les avancées technologiques font qu'on est de plus en plus vers cette médecine de préventive, 4P, prédictive, de personnalisée. Alors, la médecine 4P, c'est quoi? C'est prédictive. Chaque individu ou groupe d'individus présente un risque différent de développer une maladie indépendamment du poids des facteurs environnementaux. Ces risques doivent être finalement caractérisés. Quand je fais la conférence, à ce moment-là, je projette un morceau d'un film qui est Bienvenue à Gattaca. C'est un bon film de science-fiction que je vous conseille de voir, où la première scène, c'est un enfant qui a été conçu sur une banquette de voiture ancienne, tout à fait naturellement. Et dans la scène suivante, un médecin prend une goutte de sang au pied du gamin, comme le test de Guthrie, et l'ordinateur sort une liste de choses qui vont arriver au gamin.
il va mourir d'une maladie cardiovasculaire à 30 ans, il va avoir telle infection, etc. Et effectivement, on est un génome, et ce génome va pouvoir déclencher un certain nombre de processus pathologiques, de maladies, notamment, ça va éventuellement se développer plus facilement en fonction des facteurs d'environnement dans lesquels on est. Donc la prédiction, c'est qu'on a ce risque-là de faire cette maladie, mais la maladie va peut-être pas se développer si l'environnement est favorable. Donc si on connaît le risque, on va pouvoir faire de la prévention. Et donc en connaissant le risque individuel, on va pouvoir faire de la prévention individuelle. C'est ça le deuxième P de la médecine 4P, et c'est quelque chose qui est essentiel, parce que probablement que la prévention personnalisée sera plus efficace qu'une tentative de prévention généralisée, comme par exemple manger 5 fruits et légumes par jour. Clairement, il y a des gens qui mangent 5 fruits et légumes par jour qui vont quand même faire le cancer. Donc, est-ce qu'on peut sélectionner les futurs patients? Est-ce qu'on peut adapter la prévention, la personnaliser en fonction du risque qui sera prédit par des techniques qu'on va voir tout à l'heure, mais essentiellement génétiques. Et puis, c'est participatif. Si on n'a pas la participation d'un grand nombre de patients, et ce grand nombre de patients va être nécessaire pour avoir des informations. Vous avez entendu parler des big data, on va y revenir. Et c'est probablement l'informatique, la bioinformatique et les big data qui vont faire évoluer beaucoup plus rapidement la recherche et le développement de nouvelles thérapeutiques que la recherche actuelle. Et puis il y a un cinquième P, il y a certains médecins qui parlent de 5P. Le cinquième P, c'est basé sur les preuves. Il faut absolument qu'il y ait des preuves scientifiques pour développer de nouvelles techniques. Alors, premier P, la médecine personnalisée ou de précision. Alors, nous sommes encore dans l'ère macro et micro, et on est en train de passer dans les nanotechnologies. Mais pour l'instant, on raisonne encore beaucoup en médecine sur des bases macroscopiques. Le cancérologue, il va raisonner sur la clinique. Quelle est la taille de la tumeur? Est-ce qu'il y a des ganglions qui sont envahis cliniquement par scanner ou par TEP scan, peu importe. Mais il va aussi raisonner sur le plan microscopique. Dans le cancer du sein, on fait une biopsie. Cette biopsie va être analysée au microscope. On va voir qu'il s'agit de cellules cancéreuses, de certains types, etc. On va s'aider de techniques biologiques d'immunohistochimie. Ça veut dire quoi? On va mettre des anticorps qui sont fixés avec un réactif. Et par exemple, on va pouvoir, à ce moment-là, classer microscopiquement les tumeurs. Dans le tumeur du sein, on a 4 grandes catégories qui sont la plus gentille à la plus méchante. La tumeur basal-like, qu'on appelle aussi triple négative, en fait, sont des cancers qui ont le pronostic le plus important. Mais on reste dans l'optique soit macroscopique, soit microscopique. Mais on a des systèmes de classification qui vont nous permettre de prédire, avec et sans traitement, le devenir du patient. Mais c'est encore basé sur des statistiques, sur de nombreux cas, et ce n'est pas encore très personnalisé. On a maintenant aussi, grâce au big data, on a des algorithmes informatiques qui vont nous aider dans notre prise de décision. Tout à l'heure, la question qui a été posée, comment vous choisissez le traitement? En fait, la plus grande difficulté du cancérologue, une fois qu'il a vu le patient, c'est de prédire l'avenir du patient. Est-ce qu'il a un cancer de très bon pronostic, qui va guérir quasiment à 100%, ou est-ce qu'il a un cancer de très mauvais pronostic? Là, j'ai pris un algorithme que vous pouvez utiliser sur Internet, c'est en accès libre, où en fait on rentre les informations macroscopiques et microscopiques de la tumeur, l'âge, le diamètre de la tumeur, le fait qu'il y a des ganglions qui sont positifs ou pas, le statut et récepteur aux hormones, est-ce que la tumeur exprime un récepteur aux hormones, et donc sensible aux hormones, et donc pousse, comme j'ai dit tout à l'heure, à cause des hormones. Le deuxième récepteur que je vous ai mis tout à l'heure, le récepteur à l'EGF HER2, vous voyez, c'est est-ce que la cellule cancéreuse est dépendante de ce facteur de croissance ou pas. Le type de cancer, il existe deux types de cancer essentiellement dans le cancer du sein, le cancer canalaire et le cancer lobulaire. Est-ce que la tumeur est différenciée? Différenciée, ça veut dire est-ce qu'elle ressemble à du tissu mature,
adulte ou est-ce qu'elle ressemble à du tissu embryonnaire. Et là, j'ai rentré dans l'algorithme, j'ai rentré ces informations-là, et vous voyez que ça donne les résultats suivants. Statistiquement, avec un traitement de chimiothérapie, là j'ai rentré tout le traitement possible, l'hormonothérapie, la chimiothérapie, eh bien, l'avantage, ce qu'apporte en plus la chimiothérapie, c'est 1,7% en plus. Donc on ne va pas proposer à cette patient de la chimiothérapie pour juste un avantage, une amélioration de 1,7%. À l'inverse, j'ai juste changé, j'ai changé quelques paramètres de la tumeur, j'ai gardé l'âge, j'ai mis une tumeur de 5 cm, il y a 7 ganglions positifs, elle est triple négative, la tumeur est très indifférenciée. J'ai enlevé les hormones parce que comme c'est négatif pour les hormones, ce n'est pas la peine des traitements hormonaux. Je lui donne la même chimiothérapie. Là, effectivement, l'avantage de donner la chimiothérapie à cette patiente, c'est 38% d'amélioration de la survie, c'est 12,8 années supplémentaires, et donc c'est absolument essentiel. Il y a 45% de risque de mourir du cancer en moins. Pour ces patients-là, pas de discussion, pas de chimiothérapie. C'est un des moyens de choisir le traitement pour le patient, mais encore une fois, c'est basé sur des multiples statistiques, sur bientôt 50 ans d'expérience, avec des milliers et des milliers de femmes qui ont été traitées dans des essais thérapeutiques. Et puis, il y a une zone grise. Alors, j'ai changé un certain nombre de paramètres. Là, c'est la fameuse zone grise où on se trouve à autour de 5% d'amélioration de bénéfice de la chimiothérapie. Est-ce que ça vaut le coup pour ces femmes de subir 6 séances de chimiothérapie, 4 mois et demi de traitement, pour 5% d'amélioration de bénéfice? Il y a 90% de femmes qui nous écoutent et qui sont dans la salle. Je pense que comme ça, réfléchi comme ça, je dis, attendez, 5%, je vais peut-être réfléchir avant d'accepter votre chimiothérapie. Ça veut dire aussi, d'un autre point de vue, c'est que pour gagner 5% d'amélioration, il faut traiter 95% des femmes pour rien. Donc là, c'est le dilemme éthique quotidien du chimiothérapeute, du cancérologue, c'est est-ce que je traite cette femme en sachant que statistiquement, pour ce cas de figure-là, on est à 5% d'amélioration. Donc j'ai 95% de probabilité de ne pas aider la femme. C'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà, c'est juste pour vous signaler la difficulté du cancérologue. Le cancérologue, c'est ça. C'est tous les jours, c'est prendre des paris sur l'avenir. Donc, est-ce qu'on peut améliorer cette situation-là? Est-ce qu'on peut, là je parle du statistique, des milliers de femmes qui ont été traitées par différents traitements, on regarde, on fait souvent de la randomisation, un groupe qui a été traité par le traitement A, l'autre qui a été traité par le traitement B, et 5 à 10 ans après, on regarde ce que ça donne. Il faut entre 5 à 10 ans pour avoir l'information. Donc la question, c'est est-ce que les nouvelles technologies nous permettent d'aller plus pointu, de choisir, de sélectionner la personne qui va avoir, encore une fois, le bon traitement au bon moment. Alors, il y a de la routine, il y a des choses qu'on fait facilement. Alors tout ça, ça se fait à Dunkerque. Je fais un peu de pub pour Dunkerque. C'est pas parce qu'on n'est pas à Lille que tout ça, tout ce qu'on vous explique là, c'est des choses qu'on fait au quotidien. Et puis il y a des choses qu'on fait un peu moins facilement, mais qui existent et qui sont accessibles. Alors c'est quoi? La routine, c'est sélectionner sur un vieux truc qui s'appelle le récepteur aux hormones. Aux œstrogènes, on en a parlé souvent et ce matin. 85% des femmes ont des récepteurs aux œstrogènes positifs. C'est le facteur de croissance le plus important dans le cancer du sein. Vous avez maintenant, vous deveniez familier de ces schémas-là. Vous avez un signal, une clé, une serrure et un système d'information qui va envoyer le message à la mémoire de la cellule qui se trouve dans le noyau. Eh bien, si les récepteurs sont présents et si les récepteurs sont absents, déjà, le pronostic du cancer n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que les femmes qui ont des récepteurs aux hormones positifs vont avoir spontanément, sans traitement, une espérance de vie beaucoup plus importante que les femmes qui n'ont pas le récepteur positif. C'est ce qu'on appelle un test de pronostic. Vous ne traitez pas les femmes, vous avez au bout de 5 ans, vous avez quand même encore 85% des femmes sans traitement qui sont vivantes. Si vous faites une hormonothérapie en plus, comme le tamoxifen, eh bien,
Chez ces femmes qui sont récepteurs hormonopositifs, c'est les rouges qui sont là. Vous gagnez encore 13,4%. En fait, 30% de femmes sont en vie. Alors là, c'est 15 années après. D'accord? Donc, on rajoute encore de l'espérance de vie grâce à un traitement pour 5 ans. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut choisir ces femmes qui vont bénéficier du traitement? Il y a quelques patients, enfin, il y a des patients, il y a peut-être des patients qui nous écoutent, mais il y a au moins une patiente dans la salle. C'est notre patiente, ça y est, j'arrive plus, patiente experte. C'est Pépé, non, c'est Pépé, c'est patiente, partenaire, merci. Et en fait, la question c'est est-ce que j'accepte de manger 50 médicaments avec tous les effets secondaires de l'hormonothérapie, les bouffées de chaleur, la prise de poids, les douleurs des articulations, pour gagner 30% d'espérance de vie supplémentaire? C'est une discussion qu'il faut avoir avec les patients. Le récepteur de facteur de croissance HER, pareil. Le pronostic sans traitement, il est effroyable pour ces personnes qui expriment le récepteur HER. Quand on met le traitement, eh bien, on augmente des taux de survie qui sont absolument, de survie sans rechute ou de survie globale qui sont absolument phénoménales. On n'a pas l'habitude de voir ça tous les 10 ans ou tous les 15 ans en cancérologie. Et ça a complètement changé le pronostic de ces patients. Donc, on en était là au récepteur. Ce qui est aussi accessible actuellement, et c'est grâce à Angelina Jolie, on appelle ça l'effet Angelina Jolie. Angelina Jolie, dans Time Magazine, a dit publiquement qu'elle s'est fait enlever ses seins et ses ovaires. Pourquoi? Parce qu'elle a une mutation d'un gène qui s'appelle BRCA1, donc on est dans le prédictif. On sait maintenant analyser le chromosome 17, voir s'il y a une mutation particulière du gène BRCA1, et que ce qui se passe chez ces femmes qui ont une mutation du gène, eh bien, on a 87% de risque de fabriquer un cancer du sein cliniquement pertinent avant le décès de la personne, 87%. Donc, elle dit, mes docteurs ont estimé que j'avais 87% de risque de faire un cancer du sein dans ma vie. Elle devait avoir 40 ans à l'époque, parce que sa tante était morte d'un cancer de l'ovaire et du sein, et 50% de risque de développer un cancer de l'ovaire. Alors, il précise tout de suite, bien que les risques sont différents pour chaque personne, d'accord? Mais elle a estimé sur ces informations de prédiction, juste sur une mutation, qu'elle avait ce risque-là. Elle a donc accepté qu'on lui fasse une mastectomie bilatérale et une ovarectomie bilatérale. D'accord? Donc, on sait maintenant, c'est de la routine, et donc on sait sélectionner ces femmes au risque de cancer du sein. Deuxième question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une chimiothérapie préventive? On a parlé d'hormonothérapie tout à l'heure, et beaucoup de femmes, surtout celles qui ont des cancers de pronostic intermédiaire, cette fameuse zone grise dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est est-ce que j'ai besoin de la chimiothérapie? On a maintenant des tests qui vont nous prédire l'intérêt ou pas de faire la chimiothérapie préventive. Alors, j'ai pris un exemple, j'ai pris le test de Genomic Health qui s'appelle Oncotype. Il y en a 4 actuellement qui sont accessibles en France. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le prélèvement, la tumeur, on va analyser l'expression de 250 gènes. Alors, ce que disait tout à l'heure Tatiana, on n'a pas le temps de faire de la biologie de base, mais les gènes fabriquent des protéines. Et donc, on va étudier les ARN messagers, les trucs qui sont entre l'ADN et la protéine, pour voir quelles sont les expressions de ces gènes. Et le robot, c'est un robot, c'est l'intelligence artificielle, va analyser 250 gènes de la tumeur de la patiente, et ça va nous sortir un score que vous avez là. Et ce score va nous prédire le risque de rechute avec ou sans chimiothérapie. Et voilà. Et donc, chez cette patiente en particulier, le risque de récidive est de 30. Ça veut dire que c'est un risque qui est assez élevé et que donc il est préférable de faire une chimiothérapie plutôt que de ne pas faire de chimiothérapie. Ce qu'apporte ce test en plus, c'est on est dans le nano, on n'est plus dans le micro, on est vraiment au niveau du gène, et des femmes dont on parlait tout à l'heure qui ont exactement le même stade, le même type de cancer, on va pouvoir les sélectionner sur leur risque individuel de développer la maladie métastatique et donc l'avantage ou pas de leur faire une chimiothérapie. C'est de la routine,
Le résultat, on l'a en 7 à 10 jours actuellement. Et comme on est en France, il y a des problèmes de prise en charge. Ça coûte à peu près 2 000 euros. Et les établissements ne sont remboursés qu'à 56%, parce que c'est considéré encore comme de l'innovation. Et donc, les hôpitaux, que ce soit publics, privés, CHU, etc., Centre contre le cancer, en ont pour 44% de leur poche à l'heure actuelle, ce qui est inadmissible. Voilà. Donc, mais sachez que ces tests existent et ils sont faits en routine. L'étape suivante, je disais tout à l'heure, c'est on ne sait pas quel est le traitement. On le sait statistiquement, on va dire, voilà, sur 100 femmes qui ont un cancer du sein, il faut faire ça, traitement A. Si je prends le cas des exemples d'un cancer métastatique de cancer du sein, on a globalement 10 lignes de traitement. C'est-à-dire on a 10 traitements différents. Appelons-les A, B, C, D, E, F, G, H, jusqu'à J, je vous assure, par la 10e lettre de l'alphabet, c'est J. Aucun cancérologue du monde, qu'il soit dans un centre de lutte contre le cancer, qu'il soit à Dunkerque, qu'il soit à New York, ne sait réellement dans quelle séquence il faut faire le traitement. Est-ce qu'il faut commencer par le traitement A? Est-ce qu'il faut commencer par le traitement J? Est-ce qu'il faut commencer par le traitement C? Bien sûr, on a des guidelines, comme on dit en français, des guides de bonne pratique, mais on est là, et je vous rappelle que la médecine, ce n'est pas une science, c'est un art. On est dans l'art du cancérologue. En fonction de son expérience, en fonction de ses croyances, en fonction d'un plein d'environnements, il va choisir la séquence A, C, B, D ou A, D, B, C, etc. Là, ça reste effectivement, même si on se protège parfois par des réunions de concertation pluridisciplinaires, parce que souvent on est mieux à plusieurs cerveaux qu'avec un seul cerveau, il reste quand même le colloque singulier entre le médecin et son patient, et Carole peut vous en parler à la pause, parce que sinon si je lui donne la parole maintenant, c'est pas fini, mais à la pause, elle peut vous en parler, c'est de la décision individuelle quand même dans le colloque singulier. Alors, est-ce qu'il existe des outils pour savoir quelle séquence de traitement on va faire? Alors oui, ça existe. C'est de plus en plus développé. Donc j'ai choisi de parler de la firme avec laquelle on travaille, qui est OncoDNA, qui est une start-up belge, et qui a développé un test qui permet de personnaliser les traitements. Alors, c'est pourquoi? Parce que dans la tumeur, il y a des anomalies au niveau du génome, qu'ils soient épigénétiques ou peu importe, etc. On a donc une carte d'identité particulière de la cellule cancéreuse. Il y a aussi la carte d'identité de toutes nos autres cellules, celles qui nous ont été transmises par notre père et notre mère. Et on va donc pouvoir rechercher des anomalies dans le génome de ces patients. Et c'est ce qu'on appelle la médecine de précision. La médecine de précision, ça va être de créer une carte, de chercher la carte d'identité de la tumeur pour chaque patient. Alors, on est complètement dans la médecine préventive, donc il y a un certain nombre de tests qui existent, et en fait, le cancérologue reçoit une interface, une carte d'identité de la tumeur qui est exprimée par ce schéma, et on va pouvoir voir si le patient est sensible potentiellement à une immunothérapie, s'il est sensible à certaines chimiothérapies, s'il est sensible à certaines thérapies ciblées, à certaines hormonothérapies, encore une fois, sur un ensemble de tests qui est fait au niveau de la tumeur. Donc c'est ce qu'on appelle le profilage moléculaire. Et le résultat, c'est ça. Alors c'est une des seules sociétés actuellement sur Terre à pouvoir faire ça. Il y a plein de sociétés qui font du séquençage, qui font on peut actuellement se faire séquencer son génome. Si vous voulez, je vous donnerai les adresses. Je l'ai fait moi-même. J'ai fait séquencer mon génome. C'est quand même interdit en France, mais je l'ai fait quand même. Je vous expliquerai comment tout à l'heure. Mais l'intérêt de cette société, c'est qu'elle vous donne vraiment un guide des traitements. Elle vous dit, ce traitement-là doit fonctionner, celui-là doit sûrement pas fonctionner, celui-ci, il est probablement toxique, et puis il y a des zones grises comme d'habitude. Alors, je prends juste un exemple. Une femme qui a un cancer du sein de 65 ans, elle a eu une chimiothérapie néoadjuvante, donc après la chirurgie, et puis elle a fait une récidive, et le cancérologue a demandé un test OncoDNA. Donc, on regarde le macro, on fait du séquençage de gènes, et on a vu qu'il y avait des gènes qui présentaient des mutations chez cette patiente en particulier. Donc, il y a
un gène qui est le PIK3CA, c'est 40% des femmes qui ont un cancer du sein ont une anomalie de ce gène. Ça, c'est le gène qui code pour les récepteurs aux hormones, et quand il est muté, ça veut dire que le traitement hormonal ne fonctionne pas. D'accord? Et c'est souvent des mutations, même chez les gens qui ont des récepteurs aux hormones en macro. Et quand on cherche la mutation en nano, on va trouver l'explication pourquoi la patiente a récidivé alors qu'elle est récepteur en monopositif. Et puis il y a deux autres gènes qui sont des, on ne va pas insister sur le plan technique, mais qui sont des variantes de la normale et qui sont peut-être pas significatifs, en tout cas pas cliniquement. Le fait qu'il y ait cette mutation du gène PI3CA est prédictif d'une réponse à une certaine thérapie ciblée qui est maintenant disponible et qui marche mieux chez ces patientes-là que chez les patients qui n'ont pas cette mutation. Donc, au lieu de faire le traitement, on va dire C, dans 3 ou 4 lignes de traitement, le cancérologue il va choisir ce traitement-là parce qu'il sait qu'a priori, il a plus de chances de fonctionner que les autres. C'est ça l'intérêt de ce test. Le problème, c'est que ça coûte 2 900 € et que ce n'est pas remboursé du tout. Donc ça pose des problèmes de prise en charge. Mais même à Dunkerque, on y arrive parce qu'il y a plein de gens autour du cancer qui sont en train de développer des choses. Et on arrive grâce à une autre start-up qui s'appelle je vais tout trouver le nom, ça va me revenir, mais c'est l'espèce de litchi du cancer. En fait, il y a une start-up qui a été créée par une infirmière à Aix-en-Provence qui permet en fait aux patients d'avoir une cagnotte, c'est la cagnotte des proches, pardon. La cagnotte des proches, et effectivement, il y a beaucoup de mes patientes qui ont réussi à se faire, grâce à la solidarité de la famille ou de la solidarité des inconnus, est capable de faire. Alors j'ai un problème. Est-ce que vous voyez encore mes diapositives? Carole? Oui. C'est bon. Parce que moi j'ai plus le retour en salle. C'est pas grave. On va continuer. Donc voilà, donc c'est grâce à ce test qu'on va pouvoir effectivement trouver une solution pour la patiente. Alors ça marche que chez 15% des patientes, mais c'est souvent des patientes qui n'avaient pas de solution, et on trouve une solution chez 15 à 20% des patients. Voilà. La médecine préventive et participative. Je sais que je suis à risque augmenté de cancer parce que j'ai une mutation. Encore une fois, eh bien, grâce à ça, je vais pouvoir prendre une décision. Et de plus en plus, on va pouvoir séquencer le génome des patients et donc décider de faire un traitement, par exemple une mastectomie prophylactique. Je vous disais tout à l'heure qu'on peut très bien se faire séquencer son génome pour un coût plus ou moins cher. Ça coûte en moyenne $250 ou 250 €. Je l'ai fait moi-même. Il suffit de commander sur Internet et vous recevez un kit. Un kit, vous faites comme dans les films policiers, vous frottez l'intérieur des muqueuses, vous mettez dans le kit, vous l'envoyez ensuite aux États-Unis parce que c'est parfaitement interdit en France et en Europe en général. Et vous avez en fait un séquençage du génome qui fait que vous allez avoir des conseils. Et notamment, par exemple, ça vous permet de savoir quels sont vos risques de faire un cancer du rectum, votre risque de diabète, le risque de glaucome, etc., le risque de cancer de la prostate. Est-ce que vous êtes sensible à certains traitements? Par exemple, c'est important, si vous avez cette mutation-là, de dire attention à votre médecin, un généraliste préféré, attends, je me suis fait séquencer mon génome, tu as vu ça, je suis à risque de faire une complication si tu me mets sous Préviscan. Donc tout ça, c'est maintenant techniquement possible. Alors, il y a, bien sûr, comme toujours en médecine, il y a des gens qui sont contre, mais vous pouvez vous faire ça. Et vous pouvez faire maintenant, faire dépister des risques de cancer, ça s'appelle MyRisk. Il y a plusieurs marques qui font ça, et vous avez, en l'espace de 1 mois, 2 mois, vous avez votre réponse. Vous avez tant de pourcentage de faire un risque du cancer du sein, tant de risque de faire un cancer du côlon, etc. Même pour le gène BRCA1, BRCA2, qui est une chasse gardée des oncogénéticiens en France, pour 990 €, vous pouvez $,
vous pouvez avoir en une quinzaine de jours votre risque d'avoir une mutation, enfin vous avez votre mutation BRCA1, BRCA2. Voilà. Alors vous avez la réponse brute. Moi j'ai une mutation du gène BRCA1. Quand j'ai vu la mutation arriver sur mon séquençage, j'ai eu très peur. Mais comme je suis entouré de gens qui connaissent tout ça, j'ai tout de suite téléphoné, ils m'ont dit t'inquiète pas, c'est pas parce qu'il y a une mutation du gène BRCA1 que tu vas avoir le cancer de la prostate ou le cancer du pancréas, c'est simplement une mutation qui n'est pas connue comme étant cancérigène. D'accord? Donc il faut faire très attention, il faut quand même se faire entourer, de gens compétents. L'intérêt de ça, c'est que j'ai une mutation du gène BRCA1, BRCA2. Je l'ai découvert à 30 ans parce que j'ai une tante maternelle, ma grand-mère et ma mère qui ont eu un cancer du sein. Qu'est-ce que je fais de cette information? Et actuellement, il y a des recommandations sur la chirurgie prophylactique des cancers, les prédispositions génétiques. Est-ce qu'à 40 ans, 45 ans, je subis une ablation des deux seins? Une ablation des deux seins, c'est à discuter. Il y a des recommandations. On n'a pas le temps, bien sûr, de les voir ensemble, mais actuellement, ces patientes sont prises en charge. Soit elles acceptent de faire une mastectomie bilatérale prophylactique, soit elles se font suivre par IRM de manière plus précise. Dernière chose qui est dans la personnalisation, c'est la recherche des cellules tumorales circulantes. Vous avez vu les métastases, on en a parlé beaucoup, on a parlé de métastases. Les métastases, c'est les cellules cancéreuses qui circulent dans le sang et qui vont se fixer ailleurs. Est-ce qu'on peut détecter les cellules circulantes? Alors, oui. Il y a une chercheuse française qui est arrivée, qui a développé une technique qui est un peu compliquée encore à mettre en œuvre et qui, pour l'instant, coûte très cher. Enfin, très cher, c'est 450 €. Mais vous pouvez le faire. Il y a des patientes qui m'ont demandé de le faire. C'est au moment de la chirurgie, après la chirurgie, c'est un autre moyen de savoir si on doit ou pas bénéficier d'une chimiothérapie. Vous faites opérer, vous avez un cancer, on va dire, au stade 3. Les cancers du stade 3, globalement, c'est 60%, 70% de taux de guérison avec traitement de chimiothérapie, c'est 50% sans chimiothérapie. On gagne 20%, mais on traite de nouveau 70 à 80% des gens pour rien, puisqu'on n'est pas dans le personnalisé. Et donc, une des pistes, c'est après la chirurgie, d'aller chercher les cellules circulantes et de voir si ces cellules circulantes existent. On sait maintenant qu'après chirurgie, si les cellules circulantes sont détectées, il y a un fort risque de développer des métastases. Alors ça existe, c'est ce principe-là. Le problème, c'est de chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est très très peu de cellules qui circulent, mais on a la technologie qui permet de le faire. Et cette chercheuse qui a écrit un livre, voilà, c'est le professeur Richard Paternini, en fait, a prédit que dans les années qui viennent, on fera, en même temps qu'on fait le glucose, le cholestérol, etc., on va chercher s'il y a des cellules circulantes. Alors, est-ce qu'on doit le faire tous les 6 mois, tous les ans, etc. Et si on trouve une cellule circulante, elle est même capable de dire si c'est une cellule du poumon, une cellule du foie ou une cellule du sein, et on va chercher le primitif. Et c'est peut-être grâce à ça qu'on va encore gagner des taux de guérison. Et puis, n'oublions pas ce qui est réalisable tout de suite, c'est la prévention de base. C'est, encore une fois, pour guérir le cancer, il ne faut mieux pas l'avoir. Donc, c'est une diapo que je vous ai déjà montrée. Et puis, c'est l'avenir, c'est aussi la médecine participative. Il faut absolument que tous les patients se liguent. Les gens qui ont eu le sida, qui ont été HIV positifs, ont réussi à le faire. Il faut que les patients qui ont un cancer, le fassent aussi. C'est de participer. Il y a de plus en plus de groupes sur Internet, etc. Il y a l'armée des femmes, c'est américain, vous connaissez les bêtes américaines, pur jus. Et elles se sont liguées pour aider les cancérologues à développer des nouvelles thérapeutiques, à régler des problèmes que forcément les cancérologues peut-être oublient. Il y a 10 août 2017, il y avait 381 000 femmes qui se sont liguées. Ça permet d'augmenter l'inclusion dans les essais thérapeutiques. Ça permet de poser des questions aux cancérologues, notamment quelque chose que Carole, notre patiente partenaire, adore, et on devait faire une conférence là-dessus, c'est ce qu'on appelle le chémofog. Jean Lieuet tout à l'heure va vous en reparler. C'est une des pistes où l'homéopathie peut fonctionner. Toutes les femmes qui ont eu de la chimiothérapie, excusez-moi, alors c'est pas parce que c'est des femmes, mais c'est parce que les femmes en parlent, mais aussi les hommes,
ils ont des neurones qui pètent. Ça veut dire que quelques mois, quelques années après, il y a des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire, des problèmes de plein de choses, et c'est lié à une inflammation chronique des neurones, et c'est ce qu'on appelle le brouillard chimiothérapie. Et vous voyez qu'elles sont, toutes ces femmes, ces 400 000 femmes, ont décidé de monter une étude qui a commencé qui s'est terminée en 15 septembre 2017 pour voir comment développer un test pour voir si les femmes sont atteintes de ce fameux brouillard lié à la chimiothérapie. Donc voilà, en conclusion, je ne pensais pas voir cela avant la fin de ma carrière, je ne pensais pas non plus qu'Internet se développerait comme ça et qu'on serait dans l'ère du big data et que je vous ferais un cours comme ça. Merci Covid, et merci à la technologie et à Zoom de permettre de le faire. Mais le chemin est encore long pour que cela soit proposé à tous les patients. Les freins, alors c'est les médecins se mettent toujours, les cancérologues, il n'y a pas de preuve de niveau scientifique A, donc randomisation, double aveugle, etc. On a vu avec le Covid, les professeurs Raoult, mais j'avais promis de ne pas parler du Covid toute la journée, mais je ne peux pas m'en empêcher. C'est parce qu'il n'y a pas de niveau de scientifique de preuve A que la chloroquine fonctionne, que voilà, 3 petits points de suspension. Étude en cours, mais longue, et problème de la randomisation qui n'est peut-être pas éthique. Donc il faut trouver de nouveaux moyens de faire des études. On en a aussi parlé depuis le mois de mars. C'est pas le gold standard, c'est pas laisser randomiser en double aveugle. Il faut trouver d'autres moyens, et notamment en soins de support, et notamment en médecine intégrative. Il va falloir trouver d'autres méthodes pour prouver l'efficacité. Le coût, les problèmes organisationnels, mais ça va, on y arrive. La technologie qui va plus vite que les esprits. Ça, c'est pour mes collègues médecins, tous les médecins du monde, c'est que les esprits sont parfois un peu réactionnaires. L'administration qui va encore moins vite que les esprits, ça c'est pour les administratifs, c'est encore pire que les médecins. Et pendant ce temps-là, que faisons-nous des patients?